11h sur BFM TV, l'hommage aux 3 policiers qui ont été tués dimanche matin dans la métropole lilloise. Dans un peu moins d'une heure, Emmanuel Macron présidera la cérémonie que vous suivrez en direct d'ailleurs sur notre antenne bien sûr. Une cérémonie qui s'annonce extrêmement émouvante. Le monde de la police est en deuil après la mort donc de ces 3 fonctionnaires qui ont été fauchés, on le rappelle, par une voiture qui arrivait à pleine vitesse et à contresens et qui, au bord de laquelle se trouvait un conducteur qui était sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool. Lionel Top, vous êtes à Roubaix, devant l'école nationale de police où va se dérouler la cérémonie. Je le disais, l'émotion doit être très vive ce matin. Oui, l'ambiance est assez pesante évidemment pour un hommage national comme celui-ci. L'ensemble des invités sont arrivés, beaucoup d'élus évidemment, des élus de la région, les responsables des états-majors, de la police nationale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers. On a aussi vu des policiers belges venir déposer une gerbe de fleurs, signe de la solidarité de la police nationale belge avec la police nationale française. À l'instant, on vient d'entendre les dernières répétitions de la garde républicaine. Une première marseillaise a résonné dans l'enceinte de cette école nationale de police de Roubaix. Et puis surtout, on a vu aux alentours de 9h les 3 corbillards avec les 3 cercueils de Manon, Paul et Steven entrer dans cette enceinte de l'école nationale d'où étaient sortis Paul et Manon. C'est ici qu'ils ont été formés. La cérémonie commence à midi pour répondre aussi à l'émotion très vive ici à Roubaix, répondre à l'ensemble des hommages qui affluent devant le commissariat de Roubaix, ces centaines de fleurs, de roses blanches disposées depuis dimanche. Et bien cette cérémonie d'hommage national a été ouverte au public. Ceux qui le souhaitaient pouvaient s'inscrire jusqu'à hier soir sur le site de la préfecture du Nord. Un écran géant a été disposé dans l'enceinte de cette école pour permettre à ceux qui le souhaitaient donc d'assister à cet hommage national qui commence donc dans 1 heure environ. Lionel, c'est intéressant, ça rejoint aussi les nombreux témoignages auxquels vous avez pu assister, de nombreuses réactions d'habitants de Roubaix qui, dès dimanche et lundi, étaient venus déposer des fleurs devant le commissariat. Et ça continue, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ce matin encore, il y avait des gens qui venaient déposer des fleurs, des dessins d'enfants. Et l'une des reporters de BFM Grand Lille était il y a 2 heures environ devant ce commissariat parce que l'ensemble des effectifs de la police nationale, de la police municipale voulaient venir en cortège ici à l'école nationale de police. Et elle a assisté, cette journaliste, à une scène très émouvante. Un enfant d'une dizaine d'années est venu faire un câlin à un policier du commissariat de Roubaix. Et le père expliquait que son fils avait été touché par la mort et ce qu'il entend dans les médias parce qu'il rêve d'être policier. Donc c'est une émotion très vive ici à Roubaix mais dans l'ensemble de la métropole lilloise et qui touche littéralement toutes les générations. On a vu donc cet enfant d'une dizaine d'années, on a vu des personnes âgées venir déposer aussi des fleurs devant le commissariat expliquant qu'il y avait un lien très fort avec les policiers de Roubaix. Donc pour répondre à cette émotion ici, cet hommage national qui en général se fait de manière très protocolaire, très fermée aussi. Eh bien, cette fois, il est ouvert au public. Merci beaucoup, Lionel Top. On vous retrouve dans quelques minutes, bien sûr. Denis Jacob est avec nous, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Bonjour. Bonjour, Bruce Toussaint. Vous avez entendu à l'instant ce que racontait notre correspondant. Ça vous touche ? Forcément, ça me touche. Je suis policier. C'est une journée, bien évidemment, empreinte d'émotion, de tristesse, de douleur. Mais ça doit être aussi une journée d'unité et de solidarité nationale. Un fils, une fille, un père, une mère, voilà, donc n'importe quel Français peut être touché par ce genre de drame. Les policiers, forcément, sont membres de famille, donc on doit tous être concernés. Moi, je regrette toujours de devoir intervenir, bien évidemment. J'ai répondu à votre invitation, mais ça me rappelle de trop mauvais souvenirs depuis toute ma carrière. J'ai commencé ma carrière en tant que stagiaire avec le décès de Catherine Choucroune sur le périphérique de Paris en 1991. J'étais stagiaire et la première commémoration, hommage que j'ai fait, c'est celle d'un décès d'un collègue. Donc à chaque fois que ça arrive, forcément, c'est une vive émotion. Dire aussi, parce que je pense que c'est important de le préciser, que ces policiers faisaient partie d'un commissariat, donc de la police secours, des primo-intervenants, ceux qui au quotidien apportent aide, assistance, protection, secours, tous les jours, 3 à 5 millions d'interventions de police par an, et qu'ils avaient toute la vie devant eux. Alors je vais passer peut-être pour quelqu'un de vieux, c'était des gamins.
Alors certes, c'était 24 et 25 ans. Voilà, c'était des pères de famille. L'un d'entre eux devait l'être très très prochainement, mais ça restait quand même des gamins, 24 et 25 ans. Donc forcément, c'est toujours dramatique et tragique quand ça arrive, mais ça l'est encore plus quand on est dans la force de l'âge comme ils l'étaient. Ils avaient tout devant eux, toute leur vie, toute leur carrière. C'est un vraiment beau gâchis par rapport au drame qui s'est produit dans cet accident. Mathieu Coache est à Roubaix également pour BFM TV. Mathieu, on vous retrouve alors qu'on attend d'un instant à l'autre l'arrivée d'Emmanuel Macron, la présence du chef de l'État, évidemment, montre bien l'émotion que ce drame a suscité dans tout le pays. Oui, d'ailleurs, Emmanuel Macron a modifié son agenda pour présider cette cérémonie d'hommage. Il aurait dû être dans le Var aujourd'hui pour un déplacement sur le thème de l'écologie avant de décider de venir ici à Roubaix, dans cette école nationale de police, pour rendre hommage aux 3 policiers tués par un chauffard dimanche dernier. Emmanuel Macron qui va d'abord passer 1 heure environ avec les familles de cette jeune femme de 24 ans et de ces 2 hommes de 25 ans tués dimanche. Ils ont demandé à n'apparaître sur aucune image, à rester dans la plus grande intimité pendant cette rencontre avec le président de la République. Rien ne devrait donc filtrer, ou très peu, de cet entretien à huis clos. Et puis la cérémonie commencera à midi dans une très grande gravité, alors que les collègues des 3 victimes sont toujours très touchés par ce drame. Emmanuel Macron qui prononcera un discours à 12h30. Il a l'habitude, c'est vrai, de ces hommages, le président de la République, mais on sera tout de même particulièrement attentif aujourd'hui aux mots choisis par Emmanuel Macron dans sa prise de parole, alors qu'hier, en Conseil des ministres, il a utilisé celui de décivilisation pour parler de plusieurs drames survenus ces derniers jours. Vocabulaire emprunté entre autres à un auteur d'extrême droite, un terrain sensible donc pour le président de la République qui connaît le sens des mots. Selon l'Élysée, il s'agit avant tout de lancer le débat d'une introspection plus profonde sur les maux de la société d'aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu Coache, en direct de Roubaix. On vous retrouve aussi dans quelques minutes. Denis Jacob, 1, est-ce que vous vous félicitez de la présence du chef de l'État? 2, qu'est-ce que vous attendez de son discours aujourd'hui? Alors, tout d'abord, je voudrais, parce que je ne l'ai pas dit en préambule, et c'est quand même très important, d'apporter toute ma compassion et mon soutien à la famille, aux familles de nos collègues. Je crois que c'est important de dire que toute la police est unie et avec eux pour malheureusement partager cette douleur. Oui, la présence du chef de l'État était importante. Il est nécessaire de réaffirmer le soutien du gouvernement, du président de la République, de toute la classe politique. Moi, je regrette de ne pas avoir vu certains soutiens politiques face à ces drames. Je pense que dans ce genre de moments, il n'y a pas de polémique à avoir ou de différence politique à avoir. Je pense que tout le monde doit être à l'unisson. Vous pensez à qui? Parce que Jean-Luc Mélenchon a exprimé sa compassion et sa peine. Certes, disons que on n'a pas le même élan national dans ce genre de circonstances quand il y a par ailleurs des affaires qui injustement mettraient en cause des collègues et qui sont systématiquement vilipendés. Vous comprendrez bien que moi je ne vais pas ouvrir la polémique aujourd'hui, c'est pas le moment, mais je pense que la présence du chef de l'État en hommage à mes collègues est important et pour la police et pour les représentants de l'État en général, face à une situation dans notre pays qui depuis trop longtemps met un peu ces représentants de l'État en porte-à-faux, sont toujours mis à l'index. Je parle des policiers. On peut se souvenir de 2015 avec cet élan de solidarité vis-à-vis des forces de sécurité. Aujourd'hui, on voit au quotidien ce qu'il en est quand ils interviennent. La présence du chef de l'État donc est importante pour réaffirmer ce soutien. Ça vaut également pour cette malheureuse infirmière à Reims qui a été tuée. Et donc oui, le chef de l'État est pour nous un signe fort. On l'attendait, pas dans ces circonstances-là, bien évidemment, mais on attendait à ce que le chef de l'État réaffirme tout son soutien aux forces de sécurité. Il faut malheureusement ce genre de circonstances pour que ce soit effectif. La police du Nord a publié ce matin des photos des 3 victimes. C'est terrible parce que, vous le disiez, avec beaucoup d'affection d'ailleurs, c'était des gamins. Voilà. Steven,
Pour toi aussi, intégrer les forces de sécurité était un rêve discret. Tu étais animé par cette volonté constante de servir et protéger, Steven, à jamais dans nos mémoires. Ils avaient entre 24 et 25 ans, je le rappelle. Ça, c'est Manon, qui elle aussi a perdu la vie dans ce drame de la route, bienveillante, altruiste, discrète. Tu avais rapidement trouvé ta place auprès de tes collègues. Après avoir réussi brillamment les tests de sélection pour intégrer la brigade équestre, tu t'apprêtais à conjuguer passion et travail. Et puis il y a ce troisième policier, c'est Paul. Voilà. Tu resteras notre mystère, ce sourire de ce jeune homme. Voilà. Depuis ta plus tendre enfance, tu rêvais de devenir policier. Tweet la police du Nord ce matin, donc pour cet hommage. On peut rappeler d'un mot, Cécile Olivier, ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, au petit matin, 7 heures du matin, cette collision frontale, violente, entre un véhicule de police qui était en train d'emmener une jeune fille de 16 ans aux urgences médico-judiciaires parce qu'elle avait été victime de faits graves et qui est entrée en collision avec cette voiture Alfa Romeo qui arrivait juste en face. Donc les 3 policiers du véhicule sont morts. La jeune fille, elle, s'en est sortie, mais elle a été gravement blessée. Elle n'a toujours pas pu être entendue parce qu'elle est à la fois blessée et extrêmement choquée. Et puis il y a une 4e victime qui est le conducteur de la voiture qui arrivait en face, qui avait 24 ans, et son passager, qui lui a 23 ans, sont que des gens très jeunes, a été gravement blessé, mais son pronostic vital n'est plus engagé à l'heure où l'on parle. Que dit l'enquête pour l'instant ? Alors pour l'instant, il apparaît déjà que l'Alfa Romeo roulait à contresens, et c'est pourquoi elle a percuté de face la voiture des policiers, qu'elle roulait à une vitesse excessive, puisque le compteur de vitesse est resté bloqué juste en dessous de 120 km/h, alors que la vitesse sur cette route était limitée à 90 km/h. Et il apparaît que le conducteur avait bu de l'alcool, puisqu'il avait 2,08 g d'alcool dans le sang et qu'il a été testé positif au cannabis. En revanche, il n'était pas au téléphone. Voilà, donc il va y avoir une expertise en accidentologie qui va être diligentée pour essayer de comprendre vraiment toutes les circonstances de cet accident. On a évoqué à l'instant ces 3 policiers qui ont perdu la vie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les 2 personnes qui étaient à bord de l'Alfa Romeo ? Alors très jeunes également, 24 et 23 ans, et toutes les 2 étaient connues de la police pour des faits de violence, d'outrage. En revanche, pas pour des délits routiers. Il apparaît aussi que le passager, donc, qui est toujours dans un état grave, a insulté les pompiers qui étaient venus le secourir. Merci beaucoup Cécile Olivier pour ces précisions. Nous sommes maintenant en direct avec le docteur Nicolas Franck, qui est psychiatre, chef du pôle de psychiatrie Centre-Rive-Gauche à Lyon. Bonjour docteur, merci de nous rejoindre. On peut s'interroger ce matin sur voilà la force, la puissance d'une cérémonie aussi officielle, aussi formelle. Qu'est-ce que ça peut représenter pour à la fois pour les familles, pour les collègues de ces 3 policiers ? La solidarité est extrêmement importante dans un moment où, effectivement, nous avons subi beaucoup plus de dissensions, de clivages en France. Là, pouvoir se rassembler autour d'un événement douloureux, c'est quelque chose qui est fédérateur, qui a du sens à la fois pour les familles et puis à la fois pour la population qui s'est sentie extrêmement touchée par cet événement tragique. J'aimerais qu'on écoute ensemble Yannick Aleno qui s'est exprimé ce matin sur BFM TV. C'est ce grand chef, un des piliers de la gastronomie française qui a perdu son fils dans un accident lui aussi dramatique avec un chauffard qui avait volé une voiture, qui roulait sans permis, qui était sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool. Écoutez ce qu'il dit. Je considère que ce genre de situations sont aussi dramatiques que des attentats. Quoi. C'est des scènes horribles. Ça nous conduit à réfléchir à transformer la législation, d'avoir finalement une infraction autonome d'un homicide routier, et c'est ce qu'on essaie, et toutes les familles demandent ça. Alors un homicide routier, c'est quoi ? C'est un individu qui consomme de la drogue et de l'alcool au-delà des seuils autorisés par la loi. On n'est pas dans le cas de figure de quelqu'un qui est ébloui par le soleil, quoi. Vous entendre dire que votre enfant est mort d'un acte involontaire, c'est insupportable.
Ouais. C'est insupportable. Comment voulez-vous que les familles se reconstruisent? On a créé l'association Antoine Aleno pour venir en aide aux co-victimes. Et moi, je pense qu'il faut retenir ce mot de co-victime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule victime qui s'arrête de vivre au volant d'une voiture ou d'un scooter. Derrière ça, c'est de prendre en considération. C'est pour ça que le parallèle avec les attentats est important. C'est-à-dire que quand un attentat arrive, une chaîne se met en place d'avocats, de psychologues, de prise en charge, etc., que n'ont pas aujourd'hui les gens dans cette situation. Alors, docteur Nicolas Franck, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Yannick Aleno? Il dit que ceux qui restent, les familles, les proches d'actes aussi graves, de drames aussi épouvantables, sont des co-victimes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Complètement d'accord. Bien entendu, le traumatisme, évidemment, il est pour tous les proches des victimes, mais je pense qu'il faut réfléchir de manière un petit peu large, prendre de la distance. Alors évidemment, il faut être très sévère et il faut une politique très précise, mais il faudrait aussi être efficace en termes préventifs quant aux addictions, en particulier à la consommation de produits. Donc c'est de l'information, mais c'est aussi engager les jeunes dans une réduction du risque. Parce que si on se contente de la politique répressive, on diminue un petit peu, on fera que les gens assumeront, enfin ceux qui commettent ces actes assumeront leurs conséquences, mais on ne réduira pas le nombre de catastrophes. La seule manière efficace de lutter contre ça, c'est d'avoir enfin une politique préventive efficace en France sur les addictions, comme d'ailleurs plus globalement en santé mentale. Ça, c'est une thématique qui m'est chère. Donc ne pas se contenter de panser les plaies, ça sera plus efficace pour prévenir d'autres victimes potentielles. Oui, ça paraît. Ce que vous dites d'ailleurs est du bon sens. Mais le problème, c'est qu'on nous explique que comme les stupéfiants sont des produits interdits, on ne peut pas faire une campagne de santé publique pour interdire quelque chose qui est déjà interdit. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas travailler sur l'interdit. Il faut travailler sur le risque d'une telle consommation avec des enfants et des adolescents avant qu'ils commencent à toucher à ce type de produit, parce qu'une fois qu'ils sont dedans, c'est très difficile de les en sortir. Bien entendu, il faut aussi travailler sur les populations qui sont déjà dépendantes, mais il faut travailler vraiment en prévention avec des enfants du plus jeune âge. Parce que dès que les jeunes sont dedans, c'est extrêmement difficile. Ces produits sont très addictogènes, les comportements sont très ancrés, et vous voyez bien que tout ce qu'on fait est inefficace pour l'instant. Donc je pense qu'il faut travailler vraiment différemment, mais de manière ferme. Oui, et on n'est pas dans la question de l'interdit, là, on est dans la prévention. Pour ce qui concerne le cannabis, on va dire les choses très clairement, il y a surtout, j'ai le sentiment, et je pose la question aussi à Denis Jacob qui était avec nous, l'idée qu'au fond, fumer un joint, c'est pas grave. Et que ça va aller, enfin, on va être un peu dans les vapes pendant une demi-heure et qu'après ça va aller. En réalité, sur un automobiliste, les effets peuvent être dramatiques, vous me le confirmez, évidemment. C'est multiplié par 6 au niveau des risques d'accidentologie. Tout d'abord, de réagir par rapport à Yannick Aleno. Oui. Moi, je rejoins tout à fait sa position. Mon syndicat porte cette demande et Gérald Darmanin l'a déjà proposé de créer cet homicide routier. Quand on a bu, quand on s'est drogué, qu'on prend le véhicule, on est responsable de ces actes et on doit en répondre. Et ça ne peut pas être considéré comme un acte involontaire. Ça, c'est le premier point. Sur le cannabis, il y a un vrai débat. C'est comment peut-on dire qu'il ne faut pas fumer de cannabis quand on conduit, alors qu'on a des campagnes qui sont conduites par des associations, par des politiques, par des élus, pour légaliser le cannabis. À un moment donné, il y a une contradiction dans cette démarche qu'il va falloir remettre sur le devant de la scène et en débattre. On ne peut pas d'un côté demander la légalisation du cannabis et ensuite s'émouvoir qu'il y a eu des accidents avec des consommateurs de cannabis. Pour l'alcool, c'était le même débat. Moi, je me souviens, il y a quelques dizaines d'années, un verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Et j'étais pas vieux. Mais ça a marché. À l'époque, je sais pas si ça a marché. Mais honnêtement, on voit bien que les comportements ont changé. Mais aujourd'hui, Bruce Toussaint, je suis désolé, on ne voit plus ou peu de campagnes de prévention sur le sujet. Et je rejoins également le médecin. Bien évidemment qu'il faut faire de la prévention, de la pédagogie en milieu scolaire, parce qu'on le sait, aujourd'hui, les accidents routiers sont provoqués dans ce cadre-là par 91% d'hommes. C'est la statistique qui a été donnée. Souvent, ce sont des jeunes qui ont pris de l'alcool ou de la drogue dans un cadre festif. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire toute la prévention nécessaire autour
de ces sujets-là. Et de rappeler que déjà ça peut vous tuer, mais ça peut tuer les autres aussi, et puis que le cannabis, ça reste interdit. Oui, mais le problème, et là je me tourne à nouveau vers le docteur Nicolas Franck, le problème c'est que si vous dites à quelqu'un, à un jeune qui consomme régulièrement du cannabis, attention, si tu prends la voiture, tu vas risquer d'avoir un accident, et deux, tu peux aussi être contrôlé, etc. Le jeune qui est addict, comme vous le disiez, docteur, bah, il ne peut pas arrêter. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut éviter qu'il y ait plus de jeunes qui deviennent addicts. Ceux qui sont déjà dedans, c'est la réduction des risques, c'est leur faire comprendre petit à petit qu'ils ont intérêt à diminuer la consommation, c'est des entretiens motivationnels. Enfin, il y a tout un tas de techniques qui sont efficaces, mais l'efficacité, elle n'est pas magique. C'est à terme et pour une petite partie des consommateurs. Donc le plus efficace, c'est d'éviter qu'il y ait plus de consommateurs. Et c'est pour ça qu'il faut agir, c'est les jeunes assez tôt. Merci docteur, merci pour votre intervention ce matin sur BFM TV. Je me tourne vers Laurent Neumann et Bruno Jeudi. Le concept de d'homicide routier qui est défendu donc par Yannick Aleno, qui au fond dit ce matin, quand on est famille proche d'une victime d'accident de la route, comme dans les circonstances de Roubaix ou de ce qu'a vécu donc Yannick et la famille Aleno, entendre le mot involontaire, c'est pas possible. Bruno Jeudi, il a raison ou pas? Il faut aller jusque-là, il faut encore durcir puisque ça ne suffit pas? Il faut se mettre à la place de M. Aleno. Ce qu'il a vécu, forcément, est insupportable. Les circonstances, tout dans la mort de son fils est dramatique. Et donc, il faut prendre en compte ça. Ensuite, est-ce qu'il faut durcir la législation? Il faut toujours aussi se méfier un peu des lois à chaud. Il y a un droit qui existe. Je serais bien incapable de vous dire s'il faut le faire ou pas. En tous les cas, il faut sans doute réexaminer les contours de notre droit et de la répression en matière de délits routiers, surtout quand il y a des morts, surtout quand il y a des circonstances avec stupéfiants, alcool. Il faut regarder tout ça. Je ne sais pas s'il faut le faire. En tous les cas, il ne faut pas faire ça à chaud. Il faut que les législateurs travaillent autrement que faire des lois qui ensuite sont mal appliquées, pas appliquées, ou qui il y en a trop eu. Donc il faut faire quelque chose d'efficace. Laurent. D'ordinaire, je suis de l'avis de Bruno Jeudi. Faire des lois à chaud, c'est jamais une bonne idée. Mais là, on a la chance, pardon pour l'expression, on a la chance de mettre ce sujet-là sur le devant de la scène. Mais la vérité, c'est qu'il y a 700 morts par an. Donc, en fait, c'est d'actualité tous les jours. Et Yannick Aleno, il dit deux choses. Bien sûr, il parle de l'homicide routier, mais d'abord, il demande de la reconnaissance pour ce qu'il appelle les co-victimes. Et c'est vrai que le droit ne prévoit pas ça. Faut dire la vérité. Ceux qui restent, c'est comme ça qu'il dit, Yannick Aleno, sont victimes pour le restant de leur jour. Et donc ça n'est pas ou peu pris en compte forcément. Le droit pénal s'applique à condamner, à punir la victime de ces actes. Et faut dire la vérité, le droit pénal est extrêmement sévère. On peut discuter d'ailleurs de la différence entre les plafonds prévus par la loi, les peines prononcées et même, j'allais dire, les peines appliquées. On peut en débattre. Mais le droit pénal, il est sévère. En revanche, ce qui est insupportable... Dans l'affaire de M. Aleno, du fils de M. Aleno, il y aurait beaucoup à dire absolument. sur l'auteur présumé. Ce qui est insupportable, c'est cet adjectif involontaire. C'est insupportable. Les victimes qui restent, ceux qui sont vivants, ont l'impression que c'est une double peine. On prend de l'alcool en dose excessive, on se drogue par choix, on prend au même moment par choix le volant de son véhicule. Ensuite, l'intention de tuer n'est sans doute pas là, mais le mot involontaire accompagnant celui d'homicide est insupportable pour ceux qui restent. Donc, changer le mot involontaire en homicide routier, en faire un délit parfaitement autonome, ça peut s'entendre. Est-ce que sur le plan légal, c'est faisable, sur le plan législatif? Pardonnez-moi, mais donc un cortège arrive à l'école nationale de police de Roubaix. C'est donc le président Emmanuel Macron qui arrive sur place, accompagné de Madame Brigitte Macron. Gérald Darmanin sera présent également. Il n'y a pas de prise de parole prévue
avant la cérémonie. Le chef d'État s'exprimera uniquement à partir de 12h30, vous l'avez entendu, lorsqu'il prononcera un discours au sein de cette école nationale de police. Et là, il va rencontrer en fait les familles des victimes, leurs collègues aussi. C'est un moment très important, évidemment, très attendu par les familles. En tout cas, l'arrivée du chef de l'État, vient d'avoir lieu du côté de Roubaix, et la cérémonie est toujours prévue à midi. Et ensuite, donc, prise de parole du président de la République. Il faut savoir que c'est une cérémonie d'hommage très formelle, avec honneur au drapeau, passage en revue des troupes, entrée des cercueils sur la place d'Armes. Ensuite, il y aura donc le discours d'Emmanuel Macron, la remise des insignes de Légion d'honneur à titre posthume à ces 3 policiers, sonnerie aux morts, minute de silence, et puis Marseillaise, voilà pour le programme de cette cérémonie que vous vivrez en direct sur BFM TV, bien sûr. En tout cas, vous le voyez, le cortège est bel et bien arrivé sur place. Je vous ai coupé, Laurent. Vous finissiez votre démonstration sur les propositions de Yannick Aleno. En fait, l'utilisation de ce mot involontaire est une forme de double peine pour ceux qui restent, ceux qui ont vécu ce drame-là. Et il faut l'entendre. Et je disais, est-ce que sur le plan législatif, c'est faisable ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que certains parlementaires y travaillent et que Gérald Darmanin a dit qu'il n'y était pas opposé. Donc ça veut dire que les choses avancent d'une certaine manière. Oui, je partage et on soutient cette démarche, et je suis toujours favorable à ne jamais réagir à chaud. Mais depuis le drame qui s'est produit pour nos 3 collègues, n'oublions pas qu'il y a 2 jours, une petite fille est décédée à Trappes d'une automobiliste qui l'a fauchée parce qu'elle était elle aussi sous l'emprise du cannabis. Donc c'est au quotidien, et je vous remercie de rappeler, M. Neumann, que malheureusement il y a 700 morts par an, et que c'est du quotidien, et que dans ces circonstances-là, on n'est effectivement pas à chaud. Et moi, je me félicite que le législateur, puisque c'est son travail, voit ce qui est possible de faire juridiquement pour changer l'appellation d'homicide involontaire en homicide routier. En fait, ce qui est compliqué, c'est que la loi est déjà censée être très répressive. Ça va jusqu'à combien, Cécile Olivier? Jusqu'à 10 ans même? Voilà, alors si vous êtes responsable d'un accident mortel et que vous avez consommé des stupéfiants, vous encourez jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Et s'il y a une autre circonstance aggravante en plus, alcool, vitesse excessive, manquement à la sécurité, etc., c'est jusqu'à 10 ans et 150 000 € d'amende. Mais dans les faits, ces sanctions, c'est vrai que les avocats nous le disent, on va rarement jusqu'à ces peines-là. Et très souvent, pour un homicide involontaire, quelqu'un qui n'est pas connu de la police, qui n'a jamais été condamné, qui n'est pas en état de récidive, eh bien, il va jamais en détention provisoire, en tout cas très très rarement. Oui, le juge adapte la peine, il prend en compte le profil de la personne qui a commis l'accident. Donc c'est vrai que quand c'est une personne qui n'a jamais commis d'accident, qui n'a pas fait de délit routier grave, qui n'est pas connu pour ce genre de faits auprès de la justice et de la police, c'est vrai que c'est plus souvent quelques mois, quelques années de sursis, peut-être 1 an ferme, mais c'est rarement, très rarement, le maximum. Et il faut aussi prendre en considération qu'on doit faire preuve aussi de la plus grande fermeté quand il y a ce genre d'accident dramatique. Le chauffard qui a provoqué l'accident, qui a coûté la vie à Antoine Aleno, a été remis en liberté. Il a passé un peu plus de 6 mois en détention provisoire. Il a été remis en liberté, ce qui est pour les familles. Pour les familles, c'est absolument incompréhensible. Mais encore une fois, c'est le délai. Le juge a respecté les règles en vigueur. Bien, il est 11h30 sur BFM TV. Merci d'être avec nous. Dans quelques minutes, l'hommage aux 3 policiers qui ont été tués dans la métropole lilloise dimanche matin. Emmanuel Macron vient d'arriver sur place. Lionel Top, on vous retrouve. Lionel, maintenant, place au dialogue entre le chef de l'État et les familles.